Tu vois, ces moments où t'es à la table d'un joueur complètement incompétent, qui fait n'importe quoi, que t'as pastillé comme giga récréatif, giga fiche, ce que tu veux, mais il fait tellement n'importe quoi que t'as aucune idée de comment réagir. Tu sais pas forcément comment t'adapter, tu sais pas comment modifier ta stratégie, tu comprends rien à ce qu'il fait, et du coup tu te bloques, et tu joues pas forcément de la meilleure manière cette situation. C'est vrai face à des mauvais joueurs, ça peut aussi être vrai face à des bons joueurs ou des joueurs agressifs. Tu vas te retrouver dans des situations face à un joueur qui a l'air plutôt compétent, et t'as l'impression qu'il fait que de t'exploiter en boucle et tu sais pas quoi faire. Aujourd'hui, le but de la vidéo qu'on va avoir, c'est parler profiling, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu qui on affronte, comment est-ce qu'on peut s'adapter, et surtout comment est-ce qu'on va réussir à positionner notre main, donc les cartes qu'on a, par rapport à la range adverse et à la stratégie adverse pour comprendre un petit peu comment jouer. Parce qu'en gros, comprendre la théorie, comprendre les sizing de flop, turn, ce que vous voulez, c'est bien gentil. Mais le plus important, ça va être de comprendre un petit peu comment fonctionnent les ranges que vous affrontez, comment est-ce qu'ils dévient par rapport à ce qu'ils devraient faire et comment est-ce que vous allez adapter les plays avec vos mains. Donc c'est parti. Sur cette chaîne, on se concentre principalement d'habitude sur les micro-limites, les petites limites. Tout ce que je vais dire ici, ça s'adapte à toutes les limites. Ça va être nécessaire d'aller un petit peu plus dans la précision au fur et à mesure qu'on monte de limites. Mais les concepts de base d'adaptation, de profiling et de comment est-ce qu'on fonctionne dans le processus, c'est les mêmes. Ici, ce qui va être super intéressant, c'est qu'en micro, les erreurs adverses sont tellement énormes que vous allez pouvoir développer un edge monumental si vous vous adaptez correctement. L'idée, ça va être de réussir à sortir de ce j'affronte un fiche, parce que j'affronte un fiche, ça n'a aucun impact dans votre stratégie. Il y a plein de types de fiches, il y a 50 nuances de fiches, ça va pas être la même manière de jouer selon telle ou telle fiche. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est quelles erreurs comme structurelles ils font dans leur range et comment est-ce que nous, on va s'adapter. Le but, ça va pas être de jouer forcément bien de manière théorique, le but, ça va être de jouer bien contre un profil. Et les profils, on va pouvoir les classifier en un certain nombre de parties. On peut aller plus ou moins dans la précision. Mais là, on va commencer par faire des grandes catégories. 5 grandes catégories de types de joueurs. On va avoir en premier le joueur qui fait n'importe quoi, ce qu'on peut appeler un maniaque ou une Koenig Station absolue ou un récréatif fou. Ça peut avoir plein de manières de se décliner, mais globalement, c'est des profils qui collent tout, qui bêtent tout, qui comprennent rien à ce qu'ils font et qui sont là vraiment pour s'amuser, mettre des jetons, payer une tonne, bluffer n'importe quoi, etc. Là, on a une caractéristique de profil. On va parler après de comment est-ce qu'on identifie in-game ces caractéristiques. Mais caractéristiques, joueur qui fait n'importe quoi, notre but, ça va être d'éviter de bluffer contre ces profils-là, et ça va être de value un maximum. Pour value un maximum, il va falloir savoir quelle main on choisit pour value. Donc ça va être intéressant de travailler ça après. Deuxième type de joueur qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle un nit. Un nit, c'est un joueur qui va être ultra serré, qui va globalement jouer que des mains très très fortes. Donc là, encore une fois, on a une caractéristique, c'est un peu toujours le même pattern, caractéristique et donc adaptation qu'on peut faire contre ce type de caractéristiques. Si ce joueur ne joue que des mains très fortes, bah, quand il nous agresse, on fait très attention, et à l'inverse, nous, on peut agresser beaucoup. On va pouvoir beaucoup bluffer, beaucoup voler les blindes, parce que c'est des profils qui vont jamais assez se défendre. Donc nous, on sera toujours rentable, avoir une stratégie agressive, et dès qu'ils fight back, bah ok, vu que c'est des nits, a priori, ils ont des mains plutôt fortes. Troisième catégorie qu'on retrouve aussi pas mal, c'est, alors encore une fois, toutes les catégories sont quand même plutôt subjectives, c'est à vous de catégoriser comme vous le sentez. Maintenant, c'est des grands concepts et c'est des grandes catégories qui existent globalement, c'est à vous de voir à quel point c'est vrai. Donc là, je vais parler de la catégorie du reg plutôt basique. C'est les joueurs qui sont ce que j'aime bien appeler straightforward, c'est-à-dire ils vont jouer globalement un petit peu comme dans les bouquins, c'est une stratégie très prévisible, ils ont des ranges qui changent pas vraiment de ce à quoi on peut s'attendre si on a étudié quelques tableaux de range. Ils ont des stratégies très ABC, ils bluffent les combos qui sont très faciles à trouver, des flush draws, des mains comme ça, et ils vont avoir des mains de value qui sont aussi très faciles à trouver parce que en fait leurs ranges deviennent très lisibles tellement ils sont prévisibles. Ces joueurs-là, on va pouvoir les mettre dans des situations compliquées. Par exemple, on va pouvoir utiliser beaucoup de check raise, on va pouvoir fold énormément quand on voit qu'ils prennent des lines très agressives là où les bluffs sont compliqués à trouver. Ces profils-là, si les bluffs sont compliqués à trouver, ils les auront pas. Donc on peut coucher très souvent. On va pouvoir faire beaucoup d'overbet parce que ces joueurs-là, quand eux ils overbet, ils ont tendance à avoir des mains très fortes. Donc nous en retour, on peut s'adapter en utilisant leur stratégie contre eux. Donc une stratégie agressive et
quand on arrive à lire le jeu de l'adversaire et qu'on sait à peu près ce qu'il a dans certaines situations, nous on s'adapte en fonction et on met de la pression quand il faut et on se barre quand il faut se barrer. Quatrième catégorie qu'on retrouve aussi pas mal, c'est le joueur agressif. Le joueur agressif, ça va être un profil qui va beaucoup trop bluffer, qui va mettre beaucoup d'argent au milieu et qui va utiliser avec beaucoup d'abus son avantage de range. Par exemple, s'il y a un board avec un as et qu'il a open UTG, c'est des profils qui vont souvent mettre 3 barrels. Contre ces profils-là, nous, on a plutôt envie de les laisser bluffer, dans l'idée. Parce que, étant donné que c'est des joueurs très agressifs, on a tout intérêt à call avec nos mains fortes et nos mains moyennes, parce que il aura beaucoup de bluff, il va continuer l'agression, et nous, on profite de ça pour qu'il nous donne son argent. Si on relance et qu'on lui montre qu'en réalité, non, on me bluffe pas, j'ai une bonne main, c'est des joueurs qui vont probablement shutdown l'agression, qui vont se calmer sur l'agression. Donc ces profils-là, on va plutôt les laisser bluffer, par exemple, et attendre de les laisser mettre l'argent au milieu d'eux-mêmes. Et enfin, dernière catégorie, probablement celle qu'on croise le plus en micro-limite et en petite limite, c'est le fiche plutôt passif, plutôt calling station. C'est des profils qui callent beaucoup trop, qui ont des ranges très mal construites, qui vont payer largement hardcut leur tirage, qui quand ils jouent une gutshot, un straight draw, un flush draw, ils vont pas lâcher. Quand ils ont une paire, ils vont rarement lâcher. Donc contre ces profils-là, la stratégie elle est assez simple. C'est pas aussi abusif que la première catégorie du giga récréa qui fait n'importe quoi. Parce que les fiches passives calling station, ils vont pas bluffer, par exemple. Ils vont peu bluffer. Donc contre ces profils-là, on n'y recall pas tellement, par exemple, mais on va pouvoir value énormément et nous bluffer très peu. C'est des profils qui lâchent pas, donc c'est des profils sur lesquels on va vouloir value un maximum. Donc ça va être important contre ces profils-là de bien s'adapter à pas bluffer, à pas trop hero call et à beaucoup miser en value, quitte à risquer de se value cut de temps en temps. Donc là, on a un plan de jeu selon les différentes catégories de joueurs. Maintenant, ce qu'il va falloir réussir à faire en partie 2, c'est de positionner notre main dans le contexte pour s'adapter. Ici, la question, ça va être premièrement de se demander quelle est la range de notre adversaire. La range de notre adversaire, ça ne veut pas dire qu'on est capable au combo près de dire ce qu'il a. La range de notre adversaire, ça veut dire qu'on peut estimer quel genre de combo il va avoir. Si par exemple c'est un profil qui est très straightforward, très lisible, ces profils-là, quand ils call en small blind, par exemple sur un open, je sais pas, cut-off, leur range, elle est très facile à voir. C'est des petits as suités et c'est des pockets. Si à l'inverse, c'est une giga baleine qui est en small blind, sa range, c'est any2. Il y aura vraiment any2. Pareil, on peut utiliser cette info. Quel type de range va avoir un profil passif quand il 3-bet? Des mains très fortes. Quel type de range un profil agressif va avoir quand il 3-bet? Potentiellement des as un peu moyens, des bloqueurs, ce genre de mains. Donc une range plus large qu'on peut pas forcément décrire au combo près, c'est pas forcément l'idée, mais on comprend comment est-ce qu'elle s'articule et comment est-ce que nous, on va pouvoir se positionner face à celle-ci. L'idée, c'est donc, on construit une range. Je parle beaucoup, mais on va voir des exemples après en pratique. On construit sa range et nous, on se demande quand on regarde nos cartes, quelle portion de sa range je bats. Si je bats beaucoup de mains dans sa range en proportion, j'ai ou une main forte pour payer ou une main forte pour value bet. Si j'ai une main faible par rapport à toute sa range, je vais plutôt jouer ou passivement ou pas trop hero call, par exemple. La question, ça va être aussi de positionner notre main par rapport à sa range pour savoir ce qu'on accomplit. Si on veut value bet, donc si on veut value bet, ça veut dire qu'on va vouloir se faire payer par des mains moins bonnes. À quel point il y en a dans sa range et à quel point ce type de profil va payer des mains moins bonnes. Cette logique-là, et ça va nécessiter de beaucoup travailler la lecture de range et donc être capable de positionner notre main face à un éventail de potentiel. Là, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire, ok, j'ai une main qui bat 40% de sa range. Ce profil-là, il va payer 70% de sa range parce qu'il call dès qu'il a une paire. Là, du coup, j'ai un value bet. En revanche, si je suis contre un mec beaucoup plus tight, peut-être qu'une main qui est dans mon top 40-60% de main, c'est pas suffisamment fort parce qu'il va jamais me payer moins bien. Les bluffs, ça fonctionne de la même manière. Un bluff, c'est faire coucher une main qui est meilleure que la nôtre. Si notre adversaire ne couche jamais une paire, par exemple, ça va servir à rien de miser autoras en bluff. Parce que miser autoras en bluff, c'est attaquer une main meilleure qu'autoras. Meilleure qu'autoras, c'est au moins une paire. Si on est contre un joueur qui fold pas une paire, ce bluff est pas bon. En revanche, si on est contre un joueur qui va même folder top pair dans des situations, là, on va pouvoir bluffer beaucoup plus. Même nous-mêmes bluffer des troisième paires, seconde paire, parce qu'on attaquera mieux. Donc on va vraiment positionner notre main par rapport à la range adverse et étudier comment est-ce que notre adversaire réagit à cette mise. Ici, on va se faire un petit exemple. On est contre un profil qui a été identifié récréatif, maniaque, fou.
fait n'importe quoi, a tout et n'importe quoi, mise tout et n'importe quoi. Ça semble évident, on va voir le coup, ça semble évident dit comme ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont se retrouver dans des situations où ils savent pas quoi faire quand ils ont une main considérée comme moyenne, et ici on va comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça. On open ici As-Valet, notre adversaire call en small blind. Ici, on peut déjà commencer à estimer sa range. On l'a déjà profilé giga fou, si je puis dire. Du coup, sa range, il y a vraiment quasiment any tout. Il y a vraiment plein de choses. Il va peut-être 3 bet des mains fortes, peut-être pas, mais on sait qu'il y a vraiment de tout. Il y a des Dame X offsuit, Dame 5 off, il y a vraiment plein de combos random. Ici, je m'attends, vu le profil, à ce qu'il mise avec quasiment toute sa range, parce qu'il fait n'importe quoi. Il va peut-être pas forcément miser tout le temps toute sa range, mais il a tellement souvent n'importe quoi que probablement il a beaucoup plus souvent rien que quelque chose. Donc ici, on va faire le travail ensemble, le travail un peu détaillé. On ouvre Equilab. Ici, on a dit notre adversaire, il est en small blind, bon, on s'en fout sur Equilab, mais je vais le mettre. Il est en small blind, notre adversaire, et il a any tout. On va enlever quelques combos un peu forts, parce que je pense qu'il est 3 bêtes, mais ça change pas grand-chose. Même, je vais garder ça. Il a any tout. Là, on a un flop 3, 10, dame. Notre adversaire, il mise 2 dans un pot qui va en faire quasiment 10. Il faut qu'on gagne 20% du temps. Si on regarde ici avec As-Valet, donc on a l'As de cœur et le Valet de pique, ok. Avec As-Valet, on a 62% contre sa range. On gagne 62% du temps contre sa range s'il fait ça avec Enitu. Donc on paye, bien sûr, on a besoin de 20%, on gagne 62% du temps, donc on paye. Ici, 2 barrels. Bon, ici, c'est encore moins une question, parce qu'en plus, on passe devant des 10, des 3, des paires, mais on va aussi faire le calcul. Turn, Valet de cœur. On continue d'estimer qu'il a Enitu, parce que on considère qu'il fait tout et n'importe quoi. Ici, c'est un exemple extrême, mais c'est pour que vous compreniez le principe. On gagne 76% du temps. Donc bien sûr, on call. Encore une fois, calcul de cote, ici, bon, c'est même pas close, mais 6 à payer dans un pot qui va en faire une vingtaine, à peu près. Il faut grosso merdo qu'on gagne 30% du temps, à peu près. Donc on paye, of course. Et là, sur le set de carreaux, on peut se dire c'est chiant, il y a des paires qui rentrent, il a tout et n'importe quoi dans sa range, il peut avoir des doubles paires random, des 3 set-off random, c'est chiant, je vais encore me la prendre. On va mettre cette river, set de carreaux, ok. On va évaluer, on gagne 77% du temps contre sa reine. Ici, il fait 14 dans un pot qui va en faire 50. Il fait à peu près 15, on va dire. 15 dans un pot qui va en faire 50. Il faut qu'on gagne 30% du temps, on gagne 80% du temps. Ici, c'est absolument pas close, et on a beau être dans une situation où notre main semble un peu moyenne, c'est absolument pas close. L'autre truc qui serait intéressant de voir, ici ça peut être facile avec As-Valet, c'est supposons qu'on ait une main comme Pocket 4. On va regarder avec Pocket 4 ici, par exemple. Contre une range qui fait tout et n'importe quoi, flop turn river, on a encore une cote plutôt correcte. Vous voyez qu'on gagne 46% du temps. Donc si on a contre un mec qui fait vraiment mise any tout avec n'importe quoi tout le temps, ici on gagne quasiment 50% du temps. Et on a besoin de gagner, quand on calcule nos cotes, on a besoin de gagner que 30% du temps. Donc on est largement bon à payer contre un profil qui est identifié comme qui fait n'importe quoi et qui a any tout dans sa range. Ici l'idée ça va pas être de dire j'attends As-Dame, je vais le trap, ça va être de se rendre compte que notre main, contre tout un éventail de possibilités, gagne très souvent la situation. Ici, j'aurais contre lui payé paire de 4, flop, turn, river, parce que j'estime que c'est un profil qui va faire n'importe quoi avec Enitu. Et paire de 4, ici, contre Enitu, j'ai largement la cote pour payer. Donc il faut sortir de ce je vais attendre 2 dames, je vais l'attraper, et positionner votre main par rapport à toutes les dingueries qu'il va faire et prendre les spots même s'ils paraissent close. Si on a bien identifié la stratégie de l'adversaire, c'est pas si close que ça. Et ici, on voit qu'il avait une main comme roi de suité. Alors, peut-être qu'il colle pas de set-off pré-flop, peut-être qu'on doit faire quelques modifications, mais l'idée, c'est d'avoir ce principe de fonctionnement. J'estime l'éventail de mon adversaire, je positionne ma main par rapport à ça, je regarde l'argent au milieu, les cotes, il faut savoir calculer les cotes, et je prends ma décision en fonction. Ici, contre quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, j'aurais payé très très large. Et ici, il ne faut pas être dans une maladie absolue parce qu'il peut avoir chaté avec 3 et 7 river. Il faut payer absolument contre un profil identifié comme Phenom. Autre exemple ici aussi, c'est un profil qui est reg plutôt agressif, même très agressif en réalité. Ici, les joueurs très agressifs, ça pareil, ça vient avec l'expérience, avec le temps, s'en rendre compte. Les joueurs très agressifs ici, ils vont vraiment abuser du raise en blind contre blind. Si on regarde,
je peux vous mettre la strat théorique ici. Sur GTO Wizard, les ranges préflop de base sont gratos. On va se mettre 20 dips. Ici, la strat théorique, vous voyez qu'elle raise énormément de merguez. Ça, il y a beaucoup de joueurs agressifs qui se prennent pas la tête et qui vont les raise 100% du temps. Vraiment 100% du temps. Donc les valets 6 off, les 9-4 off, les 7 off et compagnie, 100% du temps. Par contre, ils vont pas nécessairement augmenter le nombre de value main, de value end. De value main. Du coup, on se retrouve face à une range quand il raise en blind contre blind, ultra orienté giga merguez. Donc par exemple, je reviens sur le spot sur lequel on est. Ici, quand il me raise, il a quasiment tout et n'importe quoi, sauf des mains qui à mon avis, il va jamais raise, comme des dames 9 suitées, des 7 et 6 suitées, etc. Tout ça, je pense qu'il va jamais raise. Mais toute la partie merguez, il va très souvent raise. Donc là, et je pense que, encore une fois, ces joueurs très agressifs vont abuser des boards qui leur semblent favorables. C'est des joueurs qui vont abuser quand il y a des as, des dames, des rois, etc. Ces joueurs-là, s'ils ont une range pré-flop giga déséquilibrée, avec plein de merguez, flop, ils sont encore giga déséquilibrés. Même calcul ici. Donc si on a estimé qu'il raisait tout et n'importe quoi, donc je reprends depuis le début, tac, il va raise aussi évidemment des mains fortes. On peut mettre un truc un peu comme ça, comme des, voilà, par exemple. On va rajouter des combos comme ça, donc quelques combos forts, voilà. Potentiellement, il va raise ça. Je pense que les As-6 un peu plus merdiques, il va les jam, mais bon, potentiellement. Et après, il va prendre toutes les merguez en full fréquence. Vraiment, tout ça. Alors, ça commence à être pas si merguez que ça, donc pas dit qu'il le fasse, mais tout ce qui est vraiment merguez, il va le prendre en giga full fréquence. Alors qu'il devrait vraiment moins le faire, sinon il se retrouve ultra déséquilibré. Donc on va lui mettre une range comme ça, et nous, on va on va effacer flop turn river, et on va se donner la main qu'on a, c'est-à-dire roi 10. Ici, sans même run le truc, si on comprend qu'il a énormément de merguez, type 9-3 off, on comprend bien qu'auteur roi c'est très fort. Donc ici, je vais le faire pour que vous le voyez, sur As-Dame 7, As-Dame 7. Avec Roi 10, contre sa range, on gagne 56% du temps. Parce qu'il a aussi deux As, deux Rois, As-Dame, As-Valet, il n'a pas que des merguez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point il va être déséquilibré vers la merguez. Et il va se retrouver avec énormément de merguez. Donc ici, on paye, très logiquement. On a 2 à payer dans un pot qui va en faire 10. On doit gagner 20% du temps. On vient de voir qu'on gagnait 56% du temps en moyenne, parce qu'il est déséquilibré. Donc on paye, bien sûr. Ici, il continue l'agression. Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. La première, c'est que les bluffs, ils sont pas si faciles à trouver que ça. Parce que les bluffs un peu intuitifs, ce serait du Roi-Valet, Roi-10, Valet-10, des combos qui jouent quelque chose. Des gutshots, des mains comme ça. Ces combos-là, il va pas énormément les raise pré-flop. Donc il va se retrouver avec des bluffs qui n'ont pas forcément de sens, type j'ai hauteur 8 parce que j'ai raise 8-3 off, faut que je continue l'agression. En revanche, s'il a une main comme Dame 3 off, qu'il a raise pré-flop ici, pas du tout dit qu'il continue à miser à la turn. Donc sa range de value va être un peu plus fine, et sa range de bluff va continuer à être très déséquilibrée. Il aura encore des hauteurs 9, des hauteurs 8, des hauteurs 5, des hauteurs gaze, parce qu'il a énormément de mains poubelles. Donc là, on a 5 à payer dans un pot qui va en faire 20, donc il faut qu'on gagne 25% du temps. Et si on considère du coup qu'il va pas forcément miser en value une paire de 5 ici, ça ferait pas de sens, parce que c'est des joueurs agressifs, donc ça fait un petit peu de sens ce qu'ils font. Quand ils misent des combos, ils misent pas n'importe comment. Ils vont trop le faire avec des mains faibles, mais ils vont pas forcément miser tout et n'importe quoi. C'est pas ce profil-là qui est identifié. Donc ici, on peut lui enlever ce genre de main. De roi, peut-être qu'il continue à miser, je sais pas forcément. Les as, on va estimer qu'il continue à les miser. Roi dame, pourquoi pas. Roi 10, roi valet, pourquoi pas. Dame valet, dame 10, allez, à la limite, pourquoi pas. Les dames très faibles, je pense qu'il les mise pas. Dame 7, oui. Double paire. Les 7, je pense qu'il les mise pas. Juste un 7. Parce qu'il a une troisième paire, il est ni en bluff ni en value, il va pas miser. Ça, quelques auto-rois, pourquoi pas, mais je sais pas s'il les bluff. Et sinon, tout ça, grosso merdo, on enlève les 7. Tout ça, 7 et 2, ça continue. Si c'est 2, je sais pas si ça bluffe, on peut le laisser. Tout ça, ça ressemble à sa range. Il continue d'avoir énormément de mains merguez, et il a pas tant de mains de value que ça par rapport à toutes les merguez qu'il a. Donc ici, on fout la turn, 2 de trèfle. Ok, hop. On gagne 50% du temps. On doit gagner 25% du temps, on gagne 50% du temps. C'est énorme la différence, c'est pas un spot close. Quand on profile ici et qu'on comprend qu'il est très agressif avec plein de mains poubelles, c'est pas close auteur roi contre sa range. Quand on regarde bien sa range,
c'est pas du tout close. Donc cette situation, c'est un call ultra profitable. Et ça, il faut arrêter de folder tout de suite parce que j'ai que hauteur roi. On est en blinde contre blinde. Le joueur est agressif. Il a 9-3 off dans sa range. Euh, il va pas assez fréquencer ses bluffs, ses give up à la turn. Il va over-agresser, miser une tonne. En tout cas, c'est le read qu'on a. Peut-être que je me trompe sur ce profil spécifique, mais on a une lecture d'un profil, on en déduit une stratégie et on s'y tient. Ici, je peux me gourer, mais c'est le read que j'ai sur ce profil. Donc ici, je continue à payer. Et River, honnêtement, le 10 change pas grand chose parce que ma hauteur roi suffit. Contre sa range est tellement déséquilibrée, j'estime que ma hauteur roi suffit. Donc je fais un 10, mais ça change rien. Je passe pas devant les mains qu'il avait en value et enfin, ça change rien. Toutes les mains qu'il avait en value, je suis toujours derrière. Toutes les mains qu'il avait en bluff, j'étais déjà devant. Donc ici, ça fait rentrer quelques mains chez lui un peu chiantes. Genre, qu'est-ce qu'il peut avoir qui joue comme ça? Pas vraiment grand-chose. Le 10 fait pas rentrer grand-chose, honnêtement. Donc là, juste, simplement, s'il a encore toutes les merguez dont on a parlé, hop, je vais mettre la river, donc c'est un 10, 8. Ok, et nous, on gagne 64% du temps contre sa range. 64% du temps, sachant que j'ai laissé probablement encore des dames X, et je pense pas qu'il 3 barrel en value une main comme dame 10, dame valet. Donc j'ai laissé des dames X, alors qu'en vrai, il va même moins value bet que ça. Ça, c'est aussi à quel point vous pouvez affiner votre lecture de range. Ce détail-là, ça se joue pas forcément au combo près, parce qu'on voit que c'est pas close. Ici, il me reste 10 blindes, donc il me met 10 blindes dans un pot qui va en faire 40, faut que je gagne 25% du temps. Je gagne 65% du temps. Et même avec Auto Roi, on était good. Je remplace le 10 par un 9 par exemple. Hop. On gagnait 42% du temps, il faut qu'on gagne 25% du temps. On était encore largement good avec notre Auto Roi. Et le 10 change honnêtement pas grand chose. Et là on est dans une situation où, hop, 8-3 off, c'est pas pour être résultat oriented, c'est simplement ce genre de profil va vraiment beaucoup agresser et en foutre 3. Et mettre une tonne de pression quand le board est à leur avantage. Contre ces profils-là, faut pas hésiter à se dire ma main bat beaucoup de mains, il faut que je paye. Celle-là, c'est une main que j'ai jouée contre un profil identifié Giga Calling Station. Giga Calling Station, il y a plusieurs manières de s'adapter. La plus logique, c'est de value beaucoup, donc value plus sin, c'est-à-dire des mains plus moyennes. Si on a genre une seconde paire bien kickée, par exemple, ça peut devenir intéressant de miser 3 fois en value contre ces profils qui vont payer tout et n'importe quoi. La deuxième adaptation, ça va être sur les sizing. Ici, essayez de faire l'exo, de réfléchir à quel sizing vous faites avant que vous me voyez le faire. Donc ici, rappel, on est contre une calling station. Ici, je fais un tiers pot plutôt standard. Sur ce board, je vais bet toute ma range tiers pot. Je change pas spécialement ma strat contre une calling station sur un board aussi sec, mais on pourrait à la limite size up un peu. Ici, il m'a payé au flop. Donc quand il me paye au flop, il a ou une paire, ou une hauteur un peu cool, ou un flush draw. Toutes ces mains-là, il va jamais les folder. C'est un profil calling station, il va jamais folder. Faut charger la mule, je peux même faire plus cher que ça. N'hésitez pas à overbet, n'hésitez pas à mettre beaucoup de jetons contre les profils très sticky. Et ici, même logique. On est contre un profil très sticky. S'il a raté sa flush et qu'il a hauteur 9 parce qu'il avait 9 et 3 de pique, il va de toute façon folder. Et c'est une calling station, s'il a un truc qu'il a envie de payer, il va de toute façon payer. Détachez-vous du « Oh non, mais je veux pas le perdre, c'est chiant parce que si je fais trop cher, il va folder ». Détachez-vous de ça, prenez votre value parce que vraiment, vous pouvez vous faire payer par tout et n'importe quoi. Ici, le seul sizing contre une calling station, c'est all-in. Et j'aurais même pu faire plus cher flop, plus cher turn, et bon, river, je peux pas faire plus cher. Et ici, on se fait payer par 1,5. Et ces profils-là existent, et il faut absolument abuser en value avec des sizings très élevés. Ici, in-game, on va voir un spot intéressant. C'est un spot que j'aurais joué de plein de manières différentes, comme beaucoup de mains, mais que j'aurais joué de plein de manières différentes selon le profil. Ici, valet 7 suité, je vais jamais jouer autrement qu'en just callant. Ici, je vais quasiment tout le temps payer, il n'y a pas vraiment de question. Ici, il y a déjà une question. Là, on peut, pour positionner notre main par rapport à ce que peut avoir notre adversaire, commencer à profiler. Est-ce que c'est un hit? Est-ce que c'est un joueur passif? Est-ce que c'est un joueur agressif? Si c'est un hit, ici, je suis déjà emmerdé avec ma main. Il va probablement avoir peur de la flush, donc miser que des flushs, que des brelans, que des mains très fortes. Contre un hit, je pourrais me coucher dès maintenant. Ça me choquerait absolument pas si vraiment c'est un giga hit. Contre un joueur agressif, il n'y a absolument aucune raison de folder. On n'a pas forcément envie de raise contre un joueur agressif parce qu'un joueur agressif va mettre l'argent de lui-même. Il va bluffer de lui-même. Donc raise pour protéger contre les carreaux,
C'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Le carreau va tomber que 18% du temps. Il faut se demander comment on prend le plus d'argent. Si mon adversaire est très agressif, je veux le laisser faire, aucun souci. Et enfin, si on est contre un profil plutôt, on va dire, straightforward, ici on va continuer de payer parce qu'il aura encore des mains type As-Dame avec un carreau, peut-être Roi Valet avec un carreau, etc. Mais River, notre décision, on va voir qu'elle serait modifiée. Donc là, je décide de payer. En l'occurrence, c'est contre un profil agressif. Et là, notre adversaire fait all-in. Encore une fois, contre un hit, on a peut-être déjà foldé turn. Si c'était pas évident à la turn, c'est évident à la river. Contre un joueur extrêmement agressif, on peut réfléchir un petit peu. Les mains de value qu'il a, il n'y en a pas tant que ça. Il va pas value juste une paire. Il va pas value brelan. Il va principalement value une flush. Donc là, il nous dit qu'il a flush, hauteur as, hauteur roi, ou qu'il a rien. Les règles ici, enfin en tout cas les joueurs agressifs, ils vont trouver énormément de bluffs dans ces situations. Il y a beaucoup de tirages qui missent et ils savent que le field va énormément folder quand la flush rentre ici. Donc contre un joueur agressif, je peux payer ultra profitablement avec ce genre de main ici et même plus bas. Et enfin contre un joueur plutôt on va dire straightforward qui joue ses cartes et qui fait plutôt attention et qui est très lisible, ici j'ai un fold facile parce qu'il va absolument pas bluffer ce spot. La flush rentre, ça l'emmerde, donc il va très probablement give up ici. Donc on voit ici une main avec un exemple qui nous montre comment nous on peut positionner notre main par rapport à l'éventail des mains de notre adversaire et comment en fonction du profil on va prendre telle ou telle décision parce que notre adversaire jouera de telle ou telle manière. Ok, voilà pour cette explication sur le profiling. On a vu pas mal de trucs sur comment est-ce qu'on peut un petit peu catégoriser les profils, comment est-ce qu'on va s'adapter contre eux. On a vu des exemples, comment est-ce qu'on positionne notre main au sein d'une range. Tout ça, c'est bien de le comprendre. Le plus important, ça va être de vous entraîner à le faire. Donc il va falloir vous entraîner à identifier quel type de profil vous avez en face de vous. Si vous voyez des showdowns par exemple, ah tiens, il a fait un tel play avec Roi 4 off, probablement que c'est un récréa machin. Oh tiens, il a été super agressif dans ce spot. Ça, c'est important d'être présent à table et de vous rendre compte de ce qui se passe pour commencer à profiler vos adversaires. De là, vous aurez un plan de jeu. Et pour utiliser au mieux ce plan de jeu, il faut que vous soyez capable de regarder votre main et réfléchir comment est-ce que votre main interagit par rapport à la stratégie de votre adversaire. Donc, va falloir être capable d'attribuer une range à votre adversaire, plus ou moins précise, mais dans les grandes lignes. Il va falloir être capable de savoir comment est-ce que le flop, la turn et la river interagissent avec sa range. Et il va falloir savoir positionner notre main par rapport à la range de notre adversaire. Donc ça, on peut positionner notre main par rapport à la range et on peut positionner notre main par rapport à la réaction. Ce que je peux vous conseiller de faire pour la suite, c'est vraiment vous entraîner, vous prenez des situations. Tiens, je pense que c'est une calling station, comment je prends le max? Rentrez votre lecture de range dans Equilab, regardez un petit peu comment les cartes changent, comment est-ce que ça change les équités, et entraînez-vous pour être plus à l'aise dans votre adaptation à comprendre la situation et analyser les ranges.